et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. J'ai plusieurs livres à vous présenter. C'est totalement le but de la vidéo, donc merci beaucoup. Il y en a, je ne sais pas combien, attendez, je vais les compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense que ça sera le dernier bilan de janvier parce qu'en fait j'ai déjà fait un bilan lecture. Commençons tout de suite. Pour ceux qui ont vu mon dernier bilan lecture, vous avez vu que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la Passe Miroir. Il en va de soi que j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de toute la saga. Le tome 3 c'est largement mon préféré. Je trouve qu'il y a énormément d'action, on découvre une nouvelle arche. Enfin, c'est vraiment, j'ai le meilleur feeling avec lui. Et le tome 4 pour moi il est un peu à part parce que c'est pas mon tome préféré, mais c'est pas du tout un tome que j'ai pas aimé. C'est juste, c'est la conclusion, elle est là et il y a eu tellement d'action et de choses en même temps dans ce tome 4. Après je vais pas dire que c'est le tome 4 auquel je m'attendais parce que pour moi un tome 4, surtout dans ce type de saga, donc là on parle de la Passe Miroir, donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui ne voient pas trop de quoi je parle, c'est vraiment de base où on arrive avec juste des gens qui sont forcés à se marier et on arrive dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais l'idée c'est un peu, il y a plein de mystères, donc en fait on veut le dénouement. Il y a tellement de choses qui ont été inexplorées. C'est pas le dernier tome d'une saga, vous savez, où vous êtes satisfait, où vous vous dites c'est bon, là le monde que j'ai aimé il a été clôturé d'une façon belle. Et en vrai ça m'a fait un peu de la peine parce que le monde de la Passe Miroir il est extrêmement beau, il est extrêmement intéressant et il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et j'ai l'impression que l'autrice en avait un peu rien à faire. Et notamment en fait à la fin de ce livre il y a des personnages qui sont un peu largement mis de côté, qu'on voit pas se développer. Et autant dans le tome 1 voire le 2 je pouvais comprendre le fait que les personnages étaient pas hyper développés, qu'on les connaissait pas, mais là quand on est dans le 4e tome et que c'est le dernier de la saga, ça m'a fait un peu de la peine. Après ça j'ai eu un peu une sorte de, pas de panne de lecture, mais en fait la Passe Miroir c'était tellement absorbant et puis c'était en français, donc de repasser à l'anglais et tout, je me suis dit j'ai besoin d'une romance. J'en avais deux dans ma bibliothèque, j'ai pris The Flatshare. Pour moi c'est clairement la bonne histoire, 3 étoiles, ça fait son job, c'est un peu mignon mais vraiment rien de plus. Je suis désolée mais en fait ce livre, j'avais un peu de l'espoir quand même. C'est vrai que moi sur mon échelle je vais de 0 à Beach Read. The Flatshare c'était vraiment celui qui avait l'air le plus similaire, qui avait le potentiel d'avoir le potentiel de Beach Read. Donc c'est vrai que je mettais beaucoup dans cette romance parce que je me suis dit il y a de la possibilité dedans que ça soit aussi bien ou plus ou moins aussi bien que Beach Read. Pour moi ce livre a été limite un peu énervant. Il y a un thème quand même qui est plus ou moins principal, qui sont les relations on va dire un peu abusives dans le sens moral. Enfin en tout cas le personnage principal dans sa précédente relation c'était, je pense, clairement un pervers narcissique, hein. Je ne crache pas dessus, mais je trouve que ça a été traité d'une façon un petit peu nulle. Mais dès qu'on commençait à en parler, le problème était réglé en 3 secondes, c'était hyper simple. Il était absolument jamais seul. Dès qu'il y avait un problème, il y avait tout le temps quelqu'un qui l'épaulait, quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui vraiment qui savait gérer la situation. Alors que, excusez-moi, mais quand quelqu'un est traumatisé d'une précédente relation, je trouve ça totalement irréaliste et pas normal que tout le monde sache gérer à 100% la situation. Je veux dire, tu t'es pas censé de toi-même là, comme ça, savoir comment réagir. Et c'est ça aussi qui fait les relations, c'est que tu apprends à savoir comment gérer la chose, alors que là vraiment tout le monde savait comment être parfait. Comment tu veux savoir parfaitement comment réagir? Et en plus de ça, il y avait des petits trucs quand même qui me dérangeaient. Par exemple au tout début on lui conseille d'aller voir un psy, enfin je crois qu'elle y avait pensé. Ok, très bien, encore une fois c'est bien de parler de ce genre de choses, mais vraiment là au bout de une séance limite elle voyait tout mieux dans sa tête et tout allait bien. Ce n'est pas de la magie, c'est pas au bout d'une séance que ta vie est éclairée. Ça marche pas comme ça, surtout qu'en plus dans les descriptions c'était vraiment la psy elle disait rien, genre elle l'écoutait et elle hochait la tête. Je veux bien que ça aide de parler, arrêtez d'idéaliser la chose en mode c'est bon tu vas chez le psy 1-2 fois et ça y est hop t'as réglé tous tes traumas, enfin non. Et on en arrive enfin au dernier livre de ce bilan lecture qui n'est autre que Serpent and Dove. J'ai envie de prendre un grand moment dans ce bilan lecture pour vous en parler parce que de 1, Serpent and Dove c'est un livre sur lequel je suis obsesse, vraiment, mais ça me wow. Et donc quand je l'ai lu, et je l'ai lu très vite. Ce livre est arrivé un peu quand j'étais un peu dans un livre et j'avais envie de sortir ce sac, j'avais envie de lire autre chose. Il se lit extrêmement bien. Des fois c'est des choses qui peuvent être un peu gênantes, mais là sur le fait là j'ai trouvé ça juste extrêmement
vraiment chouette que ça se lise vite comme ça et que tout aille bien. Pour vous faire un petit résumé de ce livre, on va suivre Lou qui est une sorcière et elle va se retrouver dans une situation un petit peu incongrue vu qu'elle va devoir se marier avec un chasseur de sorcières. Et moi je savais que ça du plot littéralement. Et là, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit mais waouh, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais et j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que ce livre-là, je l'avais pris pour deux raisons. En tout cas, j'avais commencé à le lire pour deux raisons. La première étant, déjà je pataugeais dans mon ancien livre et j'étais en mode oh, j'ai envie de dire autre chose. Et la seconde, c'est surtout que j'avais entendu quand même pas mal de choses positives en bien sur Lou et Red, donc les deux personnages, hein, le couple du truc. Et vraiment en fait j'étais un peu là pour le plot qui était la relation amoureuse. Je savais que c'était une sorcière mais j'attendais pas quelque chose vraiment du côté fantastique du livre. Vous voyez, genre vraiment moi j'étais là pour les deux personnages, leur relation, le reste j'en avais un petit peu rien à carrer. Déjà au début je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que j'imaginais dans ma tête. Parce qu'en fait moi quand j'ai lu le plot, je me suis dit on va la forcer à marier un chasseur dès le début et il y aura rien derrière. Enfin je veux dire ça serait une raison un petit peu bête. Et j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien introduit. Je sais pas, je m'attendais pas forcément à cette tournure là. Puis il y a eu pas mal de trucs aussi là-dessus qui m'ont bien... Je sais pas, que j'ai bien aimé. Bon après la fin quand c'est devenu Lover c'est un peu arrivé d'une façon... Enfin pas incongrue. C'était un peu genre là c'était voilà et puis la page d'après ça s'aimait bien. Et en vrai ça va, j'ai trouvé ça plutôt bien équilibré. Des moments que j'ai trouvé cute, il y a des moments où j'ai mis des post-it et tout. Après si je dois redire un petit truc c'est que Red, donc le gars pour l'instant dans ce tome 1 je le trouve sans saveur. Il n'a pas de personnalité, je veux dire Lou elle est là, elle a sa personnalité etc blablabla, elle brille. Mais Red en vrai ça va pas trop gêner parce qu'on ne sait... Enfin c'est un peu logique en vrai que ce gars là n'ait pas de personnalité, en tout cas au début vu qu'il a été un peu plus ou moins endoctriné toute sa vie donc blabla. Ok je cherche des excuses. Je sais qu'il y a tome 2 et 3. Je jugerai ce côté là plus tard dans le tome 2 voir si ça évolue ou pas parce que je pense que ça va évoluer. Et pour en revenir au plot de la fantasy, bah écoutez moi j'ai plutôt bien aimé. Franchement moi pour moi le job est largement fait, c'est hyper cool. Et je voulais revenir sur un petit point parce que c'est un truc qui m'énerve et j'avais envie de le souligner dans cette vidéo parce que je pense que c'est le bon moment vu qu'on parle de Serpent and Dove. Mais pendant un long moment je voulais pas lire les Sarah J Maas parce qu'il y avait cette réputation qu'il y avait que du smut dedans, blablabla. Et donc moi ça m'avait freiné parce que moi je suis pas fan de ce genre de contenu. Quand j'ai lu les ACOTAR je me suis rendu compte que dans le 1 il y a, je crois qu'il y a aucune scène. Et dans le tome 2 bah il y a le fameux chapitre 55, ça me sort un peu par le trou de nez, genre tout le TikTok autour de ça. Mais passons, mais il y a une ou deux grosses scènes sur un livre de quoi 600 pages et dans le tome 3 c'est pareil, genre il y a une ou deux scènes dans un livre de 600, 700 pages. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait toute la réputation et un peu les trucs de haine en mode oh là nanana sur Sarah J Maas, en tout cas sur ce point là. Après sur le manque de diversité et tout, bon c'est un autre sujet. En mode mais pourquoi en fait elle a une réputation tellement on parle de smut et tout alors qu'il y a quasiment aucune scène dans ses livres. Et c'est là où on fait le lien avec Serpent and Dove, s'il vous plaît restez, il y a un lien. C'est que Serpent and Dove j'ai vu plusieurs avis et c'était ça avant qui me... Enfin vraiment un truc en particulier qui me bloquait un peu. Mais c'était sur le Tiddy Lydie, enfin un truc comme ça. Un des personnages dans le livre qui chante tout le temps une chanson, enfin tout le temps. Elle l'a chanté 2-3 fois vraiment et c'est des paroles un peu crues. Et en fait tout le monde en parlait en mode ah mais c'est too much, nanani. Et moi je me suis dit je vais entendre la chanson, tous les chapitres, ça va être insupportable. Encore une fois c'était tellement peu représentatif. C'est trop bizarre mais des fois j'ai l'impression que comme ça sur Booktube ou Bookstagram peu importe, sur des tout petits trucs, les gens en font un énorme truc et quand tu veux un peu avoir l'avis général sur un livre, tu vas tomber là-dessus et tu vas te faire une idée qui est fausse. Et encore une fois ça arrivait avec Serpent and Dove et j'étais en mode petite parenthèse fermée, je voulais juste dire ça. Mais moi mon petit conseil c'est que au pire les livres comme ça, quand vous êtes pas sûr et que vous avez entendu des trucs et que vous dites peut-être que ça va me plaire mais en même temps vous savez pas parce que vous l'avez pas lu, vous le prenez en e-book, en échantillon gratuit, whatever, dans votre bibliothèque, dans je sais pas quoi, un moyen peu cher ou sur Vinted ou gratuit, ou le téléchargez et vous faites votre avis et si vous vous rendez compte que vous aimez bien, bah vous l'achetez en physique dans votre bibliothèque et voilà ça sera réglé. Mais en tout cas ce que ça m'a appris c'est de pas au final pas trop me focus sur la vie des gens sur internet parce que les avis divergent tellement et même des gens avec qui je suis plus ou moins d'accord, des fois je vois leurs notes par rapport à des livres et je me dis ah ouais moi j'ai pas du tout pensé ça. Donc maintenant j'essaye un peu de calm down, de regarder la vie des autres et de le faire le mien. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, dites-moi si vous êtes resté jusqu'à ce moment précis où je raconte ma vie et où je fais du chit chat dans la ville en lecture. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!